Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier samedi 3 nouveaux cas confirmés de coronavirus, ce qui porte à 4 le nombre de patients infectés. L'épidémie prend certes de l'ampleur, mais attention à ne pas céder à la panique. C'est l'appel lancé par le ministère de la Santé. Le directeur général de l'Institut d'hygiène publique évoquera dans ce journal les dispositions prises contre le Covid-19. La Côte d'Ivoire engagée dans la bataille contre le nouveau coronavirus s'active également pour le bien-être des consommateurs. Le pays, à l'instar des autres nations, a célébré aujourd'hui la journée mondiale des consommateurs. Les associations se sont retrouvées pour faire le point des actions menées par le gouvernement en leur faveur. Plus de 3000 requérants de la commune de Bondiali ont reçu les actes d'état civil. C'est la maire de cette commune, Maria Toukone, par ailleurs ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui a procédé à la remise de ces extraits à l'issue de l'opération des audiences foraines. Et la France, qui fait face au Covid-19, a voté ce dimanche pour le premier tour des élections municipales. Jusqu'au dernier moment, certains ténors de l'opposition ont appelé au report de ce scrutin, mais il a été maintenu, l'enjeu restant le taux de participation. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par l'actualité sanitaire en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé annonce 3 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans notre pays depuis hier samedi, ce qui porte à 4 le nombre de patients infectés. La Côte d'Ivoire n'enregistre pour l'heure aucun décès dû à ce virus. Mais quelles sont les dispositions prises pour empêcher la propagation de ce virus? Nous avons justement sur ce plateau le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, M. Beignet Bivreau. Bonsoir, M. Beignet Bivreau. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, le mercredi 11 mars dernier, la Côte d'Ivoire enregistrait son premier cas de coronavirus. Et depuis hier samedi, 14 mars, le ministère de la Santé annonce 3 nouveaux cas. Alors, on compte bien, en moins de 3 jours, on est passé d'un seul cas à 4 patients infectés. Alors, comment expliquez-vous cette vitesse de propagation? Je voudrais d'entrée de jeu vous dire merci. Merci de nous donner l'opportunité, je le dis au nom de monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, au DG de la RTI, de nous donner cette opportunité de communiquer encore davantage sur cette pandémie, parce que les populations sont à un stade où il y a beaucoup de panique et il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas justes. Donc c'est important que nous puissions relayer la bonne information. Alors pour en revenir à votre question, il faut dire que c'est un phénomène qui est imprévisible. Vous savez, il y a des pays, vous savez, le Sénégal a commencé avec un cas, aujourd'hui le Sénégal a 26 cas, le Burkina Faso a eu un cas, le Burkina a 7 cas. Donc tant que la source n'a pas tari, évidemment, il aura toujours il peut y avoir des cas. Et c'est la situation, par exemple, vous voyez, tous les cas que nous avons sont des cas importés. Donc c'est des cas qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Et tant que les voyageurs, tant que les personnes qui viennent de l'étranger, tant que les personnes qui viennent des pays qui sont affectés continuent de venir, évidemment, on peut être toujours exposé. Et c'est vraiment imprévisible. Alors, quand vous dites que parmi les 3 nouveaux cas, on a un cas qui n'est pas importé, une agent de santé dans une école qui a été infectée, elle ne s'est pas rendue dans un pays qui enregistre des cas contaminés. Oui, mais elle a été contaminée par quelqu'un qui a voyagé. Donc, le lien est toujours là. D'accord. Et c'est ce qui explique que dans tous les cas, le lien épidémiologique dont on parle, c'est-à-dire le fait d'avoir voyagé, est un élément important dans la définition de cas. Et c'est ce qui nous oriente le plus souvent. Alors, quel est donc l'état de santé de ces 4 patients? Alors, au jour d'aujourd'hui, je dois vous dire que l'état de santé de ces 4 patients est très bon. Les 4 patients se portent bien, mais dans le principe, il faut observer 14 jours de mise en observation, de mise en quarantaine, le temps que le temps de latence puisse passer. C'est-à-dire le temps entre l'infection et la survenue des signes, ça fait 14 jours. Donc il faut attendre que les 14 jours s'épuisent pour être sûr que la personne est totalement guérie. D'accord. Alors quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui notre pays pour soigner ces malades? Les moyens dont l'État dispose, c'est un service de maladies infectieuses qui est équipé avec des salles d'isolement, avec un personnel qualifié
qui prend en charge ces patients-là. Mais en plus de ça, avant d'en arriver là, le pays dispose surtout de moyens de prévention. C'est-à-dire que tous les malades, enfin tous les sujets, tous les voyageurs qui arrivent, systématiquement, ils sont identifiés, ils sont répertoriés, ils sont screenés, je dirais, ils sont dépistés par la prise de température. Et selon que leur température est élevée ou pas, ils sont pris en charge. Si leur température est élevée, évidemment, automatiquement, on les prend en charge, on les met en isolement et on les envoie dans la cellule de pandémie. Le temps de leur faire un examen et surtout de leur faire le prélèvement et de faire analyser le prélèvement à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Et dans les heures qui suivent, on a le résultat. Et c'est ce qui nous permet de dire si la personne est malade, effectivement, ou pas. Et ça a permis de mettre ces 4 personnes sous traitement. Alors, loin de moi d'être un oiseau de mauvais augure, alors pas du tout, mais si les cas augmentaient, est-ce que la réponse serait aussi adéquate? Oui, l'État de Côte d'Ivoire a pris les dispositions. Madame, je veux vous dire qu'au stade actuel, nous en sommes à faire une extension du service des maladies infectieuses pour vous dire que c'est prévu. Et au niveau de l'intérieur du pays, il est prévu aussi des salles d'isolement. Tout cela contribuera à prendre en charge des éventuels cas qui surviendraient. Alors, vous avez dit, parmi les 3 nouveaux cas, on a justement une patiente agent de santé dans une école qui n'avait jamais séjourné, mais elle a dû être contaminée, vous l'avez dit, par quelqu'un qui sûrement venait de ces pays. Mais quelles sont les dispositions qui ont été prises pour cette école dans laquelle cet agent de santé exerce? Et puis, n'y a-t-il pas de risque de contagion du personnel ou des élèves qu'elle a dû contacter dans son exercice? Par rapport à... Il y a un risque qui existe toujours et c'est la raison pour laquelle justement toutes nos équipes sont déployées. Dès l'instant où nous avons fait la déclaration du cas, depuis avant-hier, aujourd'hui, depuis hier, pardon, les équipes automatiquement sont sur le terrain pour faire une investigation plus approfondie. D'abord au sein de sa famille, au sein de l'école. Et les écoles, là, c'est un jour non ouvrable. Dès demain, nous allons encore faire l'investigation au niveau de l'école, au niveau des familles, des enfants qui auront été identifiés, qui seraient des potentielles personnes qui l'auraient contaminé. Et je pense qu'une fois qu'on aura identifié ces personnes, c'est dans le but de rompre la chaîne de transmission. C'est-à-dire, on va mettre toutes ces personnes en quarantaine, on va les observer pendant les 14 jours et on va leur prodiguer les soins dès que les signes vont survenir. Donc, c'est pour vous dire que les dispositions sont prises. Il faut que la population soit rassurée. Et justement, vous êtes là pour cela. Oui, il faut que la population soit rassurée. Oui. Il faut qu'on ne cède pas à la panique. Il faut qu'on aille à l'information juste. Et je pense que c'est ça l'intérêt de l'émission, de la rencontre que nous avons ce matin. Alors, ce soir. Alors, au niveau des ports d'entrée, nous allons y aller encore. Alors, dites-nous, comment rendre la prévention efficace si ce n'est que la température qui est contrôlée? On se souvient que le premier cas confirmé, qui n'avait pas été détecté positif à son arrivée à l'aéroport. Alors, vous parlez du cas qui a été détecté positif, celui qui n'a pas été détecté. Le cas détecté positif. Oui. Il avait pris du paracétamol, comme le ministre de la Santé l'a dit. Oui. Et il est passé par les mailles, on n'a pas pu le détecter positif. Oui, mais malheureusement, c'est ça qui est le système. La température uniquement prise à nos portes d'entrée, c'est efficace à 100%. Ça permet en tout cas de détecter. C'est une mesure de prévention efficace. Mais il faut savoir, madame, que cette maladie a la particularité de ce que celui qui a le virus, qui héberge le virus, avant même l'apparition des signes, il peut contaminer quelqu'un. C'est ça. Et tant que la température n'est pas élevée, la caméra thermique qui est calibrée ne peut pas détecter la température. Et c'est ça l'intérêt justement de suivre ces personnes-là. Alors, tous ceux qui viennent, et figurez-vous que nous avons autour de 700 à 800 personnes qui viennent par jour. Et nous screenons toutes ces personnes. Aujourd'hui, l'avion qui a transporté le premier cas, je peux vous dire que nous suivons toutes ces personnes. On a un taux de suivi qui est très élevé. Et aujourd'hui, nous savons où se trouvent ces différentes personnes. Et tous les passagers donc sont tracés. Tous les passagers sont tracés. D'accord. Ouais. Alors, vous réitérez l'appel à la prévention, notamment ne pas se serrer les mains, se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le creux des coudes. Dites-nous, est-ce que ces mesures sont-elles efficaces à 100% pour nous prémunir contre ce Covid-19? On ne peut pas dire que ces mesures sont efficaces à 100%.
Mais ces mesures sont efficaces à pratiquement 99% parce que c'est des mesures qui ont fait leur preuve. Avec Ebola ou bien avec les autres maladies infectieuses, le lavage des mains a permis de réduire de façon drastique la prévalence de ces maladies. Et on a vu aussi avec les autres maladies, et avec la tuberculose, ça a fait ses preuves, par exemple, qu'il y a une maladie respiratoire aussi, ça a fait ses preuves. Donc, que ce soit avec la grippe, c'est des mesures qui ont porté des fruits et il faut continuer à les utiliser. Et vous réitérez l'appel à ne pas céder à la panique. Les gens s'interrogent. Est-ce qu'il n'y a pas de foyer de contamination ici en Côte d'Ivoire? Non, je le dis tout net. En tout cas, pour ce que nous savons, et nous avons des équipes qui sont sur le terrain en permanence, nous avons le contrôle non seulement à l'aéroport, nous avons le contrôle au niveau du port, nous avons le contrôle au niveau des voies terrestres, des voies ferroviaires également. Nous pensons que nous avons un dispositif qui est fiable. La preuve, on a pu identifier les cas. Si le dispositif n'était pas efficace, parmi ceux qui sont venus, il y en a dont on a trouvé une température élevée et qu'on a fait isoler. Donc, ça veut dire que le système il est efficace. Et il faut dire que, justement, il ne faut pas céder à la panique parce que sur les réseaux sociaux aussi, les portes d'entrée de la Côte d'Ivoire sont toujours ouvertes à certains pays, par exemple, où l'épidémie sévit. Oui, les portes sont ouvertes, mais ça aussi, c'est conformément au règlement sanitaire international. Donc, la circulation des biens et des hommes, et c'est des dispositions qui sont prises. Maintenant, je pense que c'est important aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Sur les rumeurs, les réseaux sociaux. Et il y a même des informations selon lesquelles le ministère aurait pris des dispositions complémentaires. Je tiens à dire que ces informations-là ne viennent pas du ministère, ne sont pas officielles et c'est pas le moment de céder à la panique. Nos autorités qui sont conscientes de la prévention, qui sont conscientes de l'état de santé de leur population, sauront en temps opportun comment prendre les résolutions qui puissent permettre de circonscrire cette épidémie. Merci beaucoup, M. Beignet Bivro, d'avoir été avec nous sur ce plateau et surtout de rassurer les Ivoiriens. Pour le moment, il n'y a aucun décès. Ça, c'est important de le préciser. En tout cas, il n'y a aucun décès et les 4 personnes se portent bien. Et nous continuons de surveiller pendant tout le temps que va durer la situation, l'épidémie dans le monde. Avant de quitter ce plateau, on va se rendre du côté de Bingerville, justement pour voir comment les populations vivent cette situation sanitaire dans notre pays. Situation est liée au Covid-19. C'est un reportage de Jeanne Atoubi. Hôpital général de Bingerville. Nous rencontrons Dame Lagui au sortir d'une salle de consultation. Elle a dû arriver précipitamment dans cet établissement sanitaire de l'apparition des signes de fièvre et de fatigue chez sa fille. Après l'avoir examinée, le médecin traitant a, selon la mère elle-même, conclu un début de paludisme, sans gravité. Dame Lagui confesse qu'elle a eu peur, très peur, juste en pensant au coronavirus. J'ai appris qu'il y a une maladie qui est venue, qu'on appelle ça corona. Raison pour laquelle je l'ai amené à l'hôpital. Ils ont dit que ça va supporter certaines températures. Je prie Dieu à ce que ça n'arrive même pas. Cet homme ne sait pas encore que le coronavirus Covid-19 a été détecté en Côte d'Ivoire et confirmé par les autorités sanitaires. Comme lui, des personnes au sein de la population, malgré ce qu'en disent les médias, n'en savent rien, ou encore une connaissance très vague de cette maladie devenue pandémie devant laquelle elle ne s'alarme guère. Et même si le coronavirus, objet de toutes les attentions depuis le mois de janvier, fait peur, les populations continuent quand même de vaquer tranquillement à leurs occupations, d'effectuer leurs échanges commerciaux, d'assurer leurs déplacements comme à leur habitude, même si elles s'en méfient. En revanche, elles ne manifestent aucun signe de panique. Même si quelqu'un a contact le virus, on va savoir. Donc pour le moment, ça ne me fait pas peur. C'est pas d'où les gens viennent, on est en contact avec tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre des précautions vraiment pour ne pas contacter le virus. Face au coronavirus, les autorités sanitaires jusqu'au plus haut sommet hiérarchique sont en alerte maximale. 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 détectés à ce jour, ce qui porte le total à 4 en Côte d'Ivoire. La population garde à l'esprit les mesures de prévention
contre cette pandémie. On nous a dit de se laver les mains avant de manger. Je peux saluer les gens, bon, comme ça, bonjour. Mais elle a dit que faire les bises là, non, je ne peux pas parce que déjà l'hôpital a dit de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je ne peux pas faire. Des actions d'information et de sensibilisation sont menées en cohérence avec un plan de communication stratégique élaboré. La finalité, freiner la propagation du coronavirus Covid-19 en s'appuyant sur les dispositifs mis en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons les émissions que nous diffusons avec la radio locale de Bingerville. La portée de ce message, déjà les premiers gestes à avoir, comme le lavage des mains, comme éternuer dans les coudes, et puis la salutation, disons, à 1 mètre, c'est-à-dire que ne pas se toucher les mains, c'est déjà ça pour pouvoir déjà lutter contre cette épidémie-là. Le ministre de la Santé nous a rassurés. Nous pensons que les dispositions sont prises pour que cette calamité s'arrête. Les Ivoiriens ont pris la mesure de la gravité de la situation. Pour autant, ils ne se montrent pas alarmistes. Reste maintenant aux populations à demeurer responsables et faire preuve de discipline en acceptant le bouleversement de certaines habitudes communautaires au nom du respect strict des mesures de prévention, au risque de se voir imposer des mesures drastiques. Voilà des mesures de prévention bien suivies donc du côté de Bingerville et nous avons entendu votre message. Merci M. Béné Bivro d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Merci beaucoup. On va suivre ensemble le magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby dans le journal de 13h. Il avait reçu un maillon essentiel dans la santé publique. C'est une infirmière, Koudou Josiane, la présidente de la plateforme des organisations professionnelles infirmières de Côte d'Ivoire, s'est prononcée sur le rôle de l'infirmier. L'OMS, je rappelle, a désigné 2020 année mondiale des sages-femmes et du personnel infirmier. Voyons un extrait. Donc nous, on pense que l'OMS a décidé de décréter une année internationale aux sages-femmes et au personnel infirmier à cause du travail qu'ils font tous les jours pour la population. Ils sont présents quand on a besoin d'eux dans le domaine de la promotion de la santé, la vaccination, les conseils, l'accompagnement, la promotion de la santé. Ils sont à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'infirmier doit se mettre dans la peau du patient pour savoir ce qu'il vit et quels sont ses besoins. Je disais tantôt, nous les infirmiers, nous travaillons dans le sens de satisfaire les besoins de la personne. Mais à côté de cela, ce qui rend le travail passionnant, c'est le sourire que nous arrivons à mettre sur un visage, c'est la gratitude que nous recevons parfois des patients. Quand vous êtes le plus mal de vous-même et que vous êtes le plus effrayé au monde, vous avez l'infirmière toujours à votre côté. C'est l'importance pour nous de pouvoir maintenant accéder à l'ordre des infirmiers. Une fois que l'État va nous permettre de pouvoir asseoir l'ordre des infirmiers, nous pensons que nous pourrons mettre de l'ordre dans notre profession. Nous allons jouer nous-mêmes le gendarme de la profession et nous allons veiller sur des pratiques de qualité. La Côte d'Ivoire s'active également pour le bien-être des consommateurs. Le pays, à l'instar des autres nations, a célébré aujourd'hui dimanche 15 mars la journée mondiale des consommateurs. Les associations de consommateurs se sont retrouvées pour faire le point des actions menées par le gouvernement ivoirien en leur faveur. Nadia Ega, Salimatou Dia. Malgré le plan social du gouvernement pour améliorer les conditions des populations, les consommateurs estiment être lésés. La Journée mondiale des consommateurs est le lieu pour leur association de s'interroger sur la prise en compte de leurs préoccupations par le PS-Gouv. Au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau des transports, au niveau de l'école, tout ça là, nous voulons savoir la part réservée aux consommateurs. Pour répondre à ces interrogations, Arsène Koua a exposé sur 5 points capitaux du PS-Gouv, dont l'éducation et la santé. Sur le terrain, la population voit exactement ce qui a été dit. Ils voient exactement sur le terrain que cela est fait. Alors, je prends un exemple dans le secteur de l'éducation. Dans le cas du PS-Gouv, par exemple, il est prévu l'acquisition de 250 000 tables bancs par an. Il est possible de vérifier si les zones, effectivement, ont reçu, les écoles concernées ont reçu. Quand vous prenez, par exemple, dans le cas de la santé, la vaccination. Aujourd'hui, la vaccination a été intégrée dans le cas du PS-Gouv. La Journée mondiale des consommateurs a été instituée en 1962 et revendique le respect des 10 droits des consommateurs, définis entre autres par le droit à l'information, à la satisfaction et aux besoins essentiels. Pour plus d'efficacité dans la lutte, 8 associations de consommateurs viennent de s'unir en une alliance dénommée Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
Et c'est parti pour les journées carrières 2020. Le top départ a été donné à Gagnoa par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La ministre Kandia Camara a rappelé l'objectif de ces journées qui est de permettre aux élèves d'échanger avec les professionnels de tous les corps de métier afin de mieux s'orienter à la fin de leur formation. Godfrey Okambawa. À travers cette coupure de ruban, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, lance les journées carrières 2020 à Gagnoa dans la région du Gor. Une initiative qui permet aux élèves d'échanger avec les professionnels des corps de métier et des entreprises afin de faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique à la fin de leur formation. Ça nous a beaucoup intéressé parce qu'on s'est informé sur le type de métier que nous pouvons faire après la classe de 3e en rapport avec l'agriculture. Donc nous avons des formations professionnelles portant sur l'élevage, sur la pêche, sur la pisciculture et d'autres choses encore très importantes qui pourront nous être utiles. Nous sommes dans une zone rurale et les enfants décrochent vite. 6e, 5e, oh, ils peuvent se reconvertir. Voilà, avec la formation professionnelle, ça a été vraiment bénéfique. Pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ces journées carrières constituent une phase déterminante dans la suite du parcours de ces apprenants. Les journées carrières sont une activité très importante pour notre ministère parce que c'est l'activité qui permet de mieux orienter les enfants. Parce que nous disons toujours, une mauvaise orientation peut conduire à l'échec pour un enfant. Donc c'est une opportunité qui est donnée chaque année à tous les élèves du secondaire, surtout le second cycle de toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui nous avons procédé au lancement national, mais il est demandé à tous les directeurs régionaux, à tous les directeurs départementaux de faire exactement la même chose. Après Korogo en 2019, c'est la ville de Gagnoa qui accueille cette année la célébration nationale de ces journées carrières avec 80 stands de présentation et d'échange. Cette année, le Maroc, pays invité, est représenté par son ambassadeur. Et nous partons maintenant pour la commune de Bondialou. Plus de 3000 requérants ont reçu les actes d'état civil. C'est la maire de cette commune, Maria Toukone, par ailleurs ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, qui a procédé à la remise de ces extraits d'actes de naissance à l'issue de l'opération des audiences foraines, comme nous le rapporte Amy Sissoko. Ce sont plus de 3000 requérants de la commune de Bondiali qui reçoivent les jugements supplétifs des maires de la maire Maria Toukone. Parmi les bénéficiaires de ces actes d'état civil, de nombreux enfants et 600 élèves. C'est le fils de mon grand frère. Comme le grand frère est décédé, et j'ai constaté qu'il n'a pas d'extrait. Donc quand madame le maire a lancé l'ouverture des audiences foraines, je me suis fait témoin pour venir faire son extrait. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai eu son extrait. Comme ça, il pourra aller à l'école. Oui, maintenant j'ai retrouvé mon extrait. Donc, ça me fait plaisir même. Je peux aller faire 42 et puis je suis là. En cas d'un voyage, bon, je peux aller en déplacement, je suis libre. Ne pas déclarer les enfants à l'état civil entrave fortement l'application de la politique de développement du gouvernement, indique la maire Maria Toukone aux populations, et d'expliquer que ce premier document administratif ouvre l'accès à bien d'autres, dont la carte nationale d'identité. Nous avons proposé 3000 extraits de naissance, mais à ce jour, à la fin de l'opération, ce sont 3432 personnes qui vont effectivement recevoir leur extrait de naissance aujourd'hui. Chers parents, je voudrais que cette opération d'audience foraine soit l'occasion pour l'ensemble des populations de notre commune de prendre conscience de l'importance de la possession d'un acte de naissance. Je vous invite à en faire un élément de votre culture personnelle et à prendre l'engagement de ne plus faire de sans-papiers dans vos familles, dans vos villages, dans vos quartiers. Démarrée le 24 février dernier à Bondiali, l'opération des audiences foraines pour doter les sans-papiers d'extraits de naissance a pris fin le 5 mars. Elle a coûté plus de 15 millions de francs CFA à la municipalité de Bondiali, l'initiatrice du projet.
La Maraoué attend le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette région va accueillir dans quelques jours le Premier ministre ivoirien qui va donc se rendre sur place pour toucher du doigt les difficultés des populations et y apporter des solutions, comme nous l'explique Léon Brou. Duafla, deux localités en une dans le département de Zuenoula, région de la Maraoué. Tout d'un village moderne avec une école, ses constructions et enfin l'électricité. L'électricité, ça précède le développement. Donc beaucoup de choses vont se faire. Les petits métiers, donc nous avons voulu fêter l'événement pour pouvoir dire au gouvernement merci. Par fortuite, la reconnaissance de Duafla au chef de l'État, son raccordement au réseau électrique national, une retombée du programme social du gouvernement, 20 ans après la mise en place des installations. Dans la sous-préfecture de Kanzra, 15 sur les 19 villages sont ainsi électrifiés, dont 12 par l'actuel gouvernement. Lorsque le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, le nombre de villages électrifiés dans notre région, c'était 20%. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2020 et nous sommes à près de 80% de taux d'électrification. Après l'électricité, cap sur le centre de santé, premier projet du Grand Bouinou, fusion de Duafla et Zudio pour un développement commun. Le secrétaire d'État procède à la pose de la première pierre de l'infrastructure et fait don de 3 tonnes de ciment pour aider à sa réalisation. Zoro Bibalo annonce la visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour booster le développement de la Maraoué. Apprêtez-vous, le Premier ministre vient chez nous et il va venir donner un coup d'accélérateur à nos différents chantiers. Il va venir nous apporter le développement. Entre autres attentes de la Maraoué exprimées par les populations du Grand Bouinou, l'eau potable, le renforcement du réseau routier. La coordination régionale du RHDP du Tchologo prépare activement les futures échéances électorales. Les responsables multiplient sur place les rencontres pour permettre aux populations d'avoir toutes les informations pouvant leur permettre de s'inscrire sur la liste électorale. Kader Sogodogo. La coordination régionale du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix du Tchologo, avec à sa tête le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, est en conclave. Il s'agit pour ces responsables du parti de relever tous les défis pour une réussite totale des échéances électorales à venir, notamment la présidentielle d'octobre 2020. Pour cela, les coordonnateurs régionaux, départementaux, sous-préfectoraux et communaux veulent faire bouger les lignes. L'identification et tout ce qui rentre en compte pour le processus électoral doivent mobiliser toute la population. L'opération que nous avons lancée le 19 janvier dernier, une opération toute simple, mais qui a son importance parce qu'il s'agit toujours de donner une identité à des personnes qui n'en ont pas. Ça, c'est un objectif noble. Il s'agissait aussi de faire en sorte que la liste électorale du Tchologo que nous connaissons puisse, être renforcée. Je voudrais encore encourager les uns et les autres à faire en sorte que nous puissions vraiment atteindre nos objectifs. Chaque responsable à son niveau a été invité à sensibiliser la population pour assurer au parti d'Alassane Ouattara, fils du terroir, un score élevé. Et Force 2015 soutient le candidat du RHDP. Les membres se sont retrouvés du côté d'Akoupé pour un meeting en vue d'échanger avec les populations, mais surtout exprimer leur soutien total au candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Le reportage est signé Éric Goré. Akoupé, localité située à 142 km d'Abidjan, est la première étape de la tournée de Force 2015 sur l'étendue du territoire ivoirien pour sensibiliser les populations à la paix et à la tolérance à l'approche des échéances d'octobre prochain. La région de la Médon, principalement Akoupé, vient de démontrer aux yeux de tout le monde son appartenance au RHDP. Le RHDP, n'est-ce pas, qui milite en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Les populations doivent savoir qu'avec Alassane Ouattara, la démocratie est en marche. Il a fait ses 2 mandats, il a demandé à partir pour que pour une fois dans notre pays, un président sortant puisse passer la main à un président entrant.
L'occasion permet à Charles Niaouré de rendre un vibrant hommage au président de la République qui a démontré son amour pour la Côte d'Ivoire en refusant volontairement de briguer un 3e mandat. C'est une première dans l'histoire politique de notre nation, celle de voir un chef d'État dire de lui-même qu'il renonce à briguer notre mandat et qui donc décide de quitter la tête de notre État. Et donc nous sommes venus rechercher auprès des populations d'Akoupé et surtout des militants la cohésion, l'union autour de cette décision du président Alassane Ouattara, mais surtout autour donc de celle du RHDP qui a décidé de faire d'Amadou Gon le successeur du président Alassane Ouattara. Charles Niaouré a aussi évoqué le choix d'Amadou Gon Coulibaly pour représenter le RHDP à l'élection présidentielle. Poursuivant, il a sensibilisé les populations d'Akoupé à adhérer massivement à la politique de développement du RHDP. Au chapitre religion de ce 20h, la radio de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, La Voix de l'Espérance, célèbre ses 10 ans d'existence. Les festivités ont été officiellement lancées il y a quelques jours en présence du ministre auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, Emmanuel Essis. Le reportage de Jean Magagui dans nos prochains journaux. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Nous partons pour le tour du monde en 7 jours avec Marie-Laure Magnessé et Éric Goury. Les États-Unis ont annoncé avoir entamé le retrait partiel des troupes américaines prévues par l'accord signé avec les talibans le 29 février à Doha pour réduire leur effectif de 13 000 à 8 600 militaires dans les 135 jours. Le président russe a annoncé mardi qu'il pourrait se présenter à un nouveau mandat présidentiel si la Cour constitutionnelle russe conclut officiellement qu'un tel amendement n'est pas contraire à la loi fondamentale et seulement si les citoyens soutiennent un tel amendement lors du vote national du 22 avril. La justice algérienne condamne Karim Tabou à 1 an de prison, dont 6 mois ferme et 50 000 dinars d'amende. Peine prononcée au tribunal Sidi Mohamed d'Alger. Karim Tabou était poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Il sortira de prison le 26 mars prochain. En Guinée, le double scrutin controversé couplant législative et référendum constitutionnel aura lieu le 22 mars prochain. D'ici là, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, doit mettre en œuvre la recommandation de la CEDEAO qui préconise de retirer près de 2 500 000 électeurs dont les pièces justificatives n'ont pas été sauvegardées dans le fichier électoral, soit près d'un tiers des fichiers. Au Pakistan, une nouvelle loi a été adoptée contre la maltraitance des enfants. Son nom, la loi Zainab, du nom d'une fillette de 7 ans violée et tuée en 2018, dont l'histoire avait soulevé l'indignation et la colère de la population. Cette loi est une première dans le pays où plus de 10 enfants sont chaque jour victimes d'abus sexuels. La ressortissante canadienne Edith Blaise et son amie italienne Luca Tacheto, enlevés par des présumés djihadistes en décembre 2018 au Burkina Faso, sont désormais libres. Ils ont été retrouvés vendredi 13 mars par les casques bleus de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Nouvelle étape franchie dans la lutte contre le nouveau coronavirus en France. La phase 3 a été déclenchée par les autorités. Tous les restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes, a précisé Édouard Philippe. En dépit de la crise sanitaire, les Français sont allés aux urnes pour choisir leurs différents maires. Voilà, ainsi va le monde, fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. L'actualité revient à 23h avec Kolo Coulibaly. Très belle soirée, très belle reprise.
demain lundi.